Donc bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir pour rencontrer avec nous Maurane. Donc je vais me présenter rapidement juste pour ça, pour vous dire de où je parle en fait, depuis où je parle ce soir. Et puis Henri fera la même chose aussi juste après moi. Donc je m'appelle Hélène de Fromont, je suis autrice, je suis interprète en langue des signes. Et j'ai aussi eu la chance de participer au jury de sélection de la résidence qui accueille des artistes, enfin une artiste en l'occurrence, Maurane. C'était je crois au mois de novembre. On était plusieurs personnes du conseil d'administration de Maison Fumetti et puis de personnes qui sont extérieures à se réunir pour choisir parmi plusieurs dossiers. Donc c'est aussi, j'ai mis ma voix pour Maurane et je suis vraiment contente ce soir de pouvoir discuter avec elle et avec vous. Au sujet de son travail. Henri, tu vas peut-être dire aussi depuis où tu parles. Absolument. Moi, je travaille sur une radio associative à Nantes qui s'appelle Jet FM, dans laquelle notamment j'explore beaucoup depuis une vingtaine d'années la bande dessinée contemporaine. Et je suis assez proche de Maison Fumetti. Et d'ailleurs, la radio est maintenant aussi dans le CA de Maison Fumetti. J'ai eu l'occasion de croiser Maurane lors d'une résidence collective qui s'est tenue ici, on va en parler tout à l'heure. Et voilà, il est souvent question lors de ces rencontres avec des autrices ou des auteurs d'être en co-animation pour essayer de dynamiser tout ça. Et donc c'est ce qu'on va faire avec Hélène, en compagnie donc de Maurane Bazars. Bonsoir tout le monde. Alors pour vous donner un peu le contexte de ce soir, on a pensé qu'on pouvait discuter pendant à peu près 1h15, maxi 1h30. On a préparé un petit déroulé mais on n'a pas non plus chronométré, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer exactement, mais c'était pour vous donner un petit ordre d'idée. On s'est aussi dit avec Henri que ce serait chouette, on n'a pas du tout posé la question d'ailleurs à Maurane, mais de vous laisser la parole aussi si vous avez envie d'intervenir, de poser des questions au cours de la rencontre. Peut-être que pour des raisons techniques, ce sera mieux de prendre un micro, je ne sais pas, parce qu'on enregistre ce soir. On enregistre et c'est aussi filmé comme toutes les rencontres de Maison Fumetti. Et donc, c'est vrai, en effet, c'est mieux de pouvoir documenter vos questions. On pourra vous passer un de nos micros. Et n'hésitez pas, on va essayer d'être vigilant à intervenir, à faire un signe si vous voulez commenter, prolonger ou questionner pendant le déroulé. Plutôt qu'après, enfin c'est vous qui verrez, mais quand on est sur un sujet et que ça vous interpelle, n'hésitez pas. Quand on a préparé la rencontre avec Henri, on a visualisé un fil rouge et on s'est dit que ça pourrait nous servir pour discuter avec toi, Maurane. En fait, tu es arrivée à la résidence ici le 17 mai et tu t'en vas le 10 juillet, donc si je ne me trompe pas, ça doit être samedi, oui. Après-demain. Donc on a la chance d'avoir Maurane avec nous ce soir, juste avant son départ. Et comme on sait que c'est la fin de la résidence dans 2 jours, on s'est dit que ce serait super en fait de regarder ce temps de résidence comme une courbe, que ça nous donnerait une courbe de lecture en fait. J'avais fait un petit dessin, donc je vais vous faire un geste pour vous montrer. Il y a l'arrivée de Maurane, il y a la résidence collective dont on va parler tout à l'heure, qui serait peut-être l'acmé d'un séjour, on ne sait pas, on va en parler avec toi, et ensuite peut-être une redescente vers la sortie, où tu t'en vas dans 2 jours. C'est ça. Voilà, donc la résidence collective, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, on va le détailler un petit peu tout à l'heure. Mais d'abord, pour commencer, en ouverture de cette rencontre, j'aimerais vous lire la lettre de motivation qu'avait écrite Maurane, qu'elle avait jointe dans son dossier de candidature, parce que moi, elle m'avait pas mal touchée, et je trouve qu'elle, à la fois, elle balaye les thématiques que tu développes, et en même temps, elle parle aussi de la réalité de ce que c'est que la vie d'une autrice, sur le plan aussi économique. Donc on s'est dit qu'en guise d'introduction, on pouvait lire cette lettre. Puis il y a aussi peut-être un peu l'idée de faire un bilan, je ne sais pas, mais en tout cas de regarder où était le point de départ, où était l'envie, et de se situer. Alors c'est pas dire c'est bien, c'est mal, c'est raté, c'est réussi, c'est plutôt regarder, tiens, je suis partie de là, et aujourd'hui, les 2 mois se sont écoulés, et où est-ce que je suis arrivée. Donc c'est vraiment poser un regard comme ça, on va dire bienveillant sur cette période qui s'est passée. Vous êtes prêts et prêtes ? Je vais faire de mon mieux pour lire cette belle lettre. Donc, Madame, Monsieur, je me permets de vous soumettre mon dossier, car ce serait pour moi une grande chance que de pouvoir effectuer cette résidence. J'ai commencé mon projet, Là où dorment les géants, en 2020, lors du premier confinement.
Ayant à l'époque perdu toute activité salariée à cause de la crise sanitaire, j'avais alors tout le temps et la présence d'esprit de me consacrer à un nouveau projet, alors que mon livre Tanz, terminé en janvier, attendait de sortir. J'y ai insufflé toute ma frustration du confinement parisien entre béton et bitume. Mon envie de grands espaces, de végétation, de silence et de contemplation, mais également quelques questionnements qui me taraudaient depuis des mois, notamment sur les limites de la solitude. J'y aborde également de façon déguisée des thèmes qui me sont très intimes, comme le deuil ou la violence des rapports genrés. En somme, c'est un livre qui nécessite de ma part un effort conséquent de concentration, d'immersion, d'introspection. Or, je me retrouve actuellement dans une situation où je ne peux plus atteindre cet espace, physique, mental, temporel, créatif. Mon dossier a pourtant séduit mon éditrice actuelle, chez Le Lombard, qui n'attend que de signer le projet. Mais j'ai dû prendre divers emplois alimentaires pour renflouer mes caisses, vidées par la crise sanitaire, comme beaucoup. Je me retrouve désormais dans un engagement professionnel chronophage qui m'empêche de faire mon vrai métier, ce qui est absurde. J'ai même reçu une bourse du CNL, grâce à laquelle j'ai pu quitter un de mes emplois, mais malgré cela, je n'arrive plus à avancer, même si l'envie est bien là. Ce n'est donc même plus la contrainte économique qui m'accable, mais l'absence d'un bon contexte. Ainsi, quand j'ai vu votre appel à candidature, j'ai senti que c'était l'opportunité parfaite de me replonger entièrement dans mon projet. Avant toute chose, ce serait pour moi l'occasion de me consacrer à 100% à mon activité d'autrice, galvanisée par la proximité de mes pairs. Je sais qu'il y a une forte communauté d'auteuristes et d'artistes à Nantes, j'en connais d'ailleurs quelques-uns et quelques-unes. J'ai eu l'occasion de visiter brièvement la ville à l'occasion d'une séance de dédicace chez Aladdin, et j'ai regretté de ne pas être resté plus longtemps. Je n'ai notamment pas pu, faute de temps, découvrir l'aspect artistique de la ville. De plus, je tire une grande inspiration de mon projet « Là où dorment les géants » des paysages de la côte atlantique. La proximité de l'océan m'est donc assez précieuse. Cette résidence me paraît d'ailleurs dans son ensemble précieuse, inestimable. Une bulle studieuse, la possibilité d'un contexte plus que favorable à la création, hors de mes contraintes quotidiennes, entourée de présences motivantes et de nouvelles rencontres dans le métier, dans une ville charmante, dynamique et humaine, où chaque demi flotte dans les airs et où l'océan n'est qu'à 1 heure de route. J'espère que mon projet vous plaira et que vous serez compréhensif et compréhensif de ma situation. Je vous remercie d'ores et déjà pour le temps accordé à la lecture de mon dossier. Dans l'espoir de travailler avec vous dans le futur et avec mes salutations les plus sincères, Morane. C'est ma formule salutation sincère. Déjà, je te remercie d'avoir accepté de lire cette lettre qui était destinée au départ à un petit nombre de personnes, qui dévoile un certain nombre de choses déjà. En fait, ça introduit assez bien la résidence, mes objectifs pour la résidence et comment se passait la résidence. En fait, c'était plutôt en accord avec ce que j'imaginais et ce que je cherchais, donc c'est pas si mal comme introduction. Et oui, donc pour l'anecdote, Jacques Demy, comme beaucoup de Français ou Françaises, j'ai grandi avec. Et je sais que quand je suis allée à Nantes, donc pour cette séance de dédicace à Aladdin, la première chose que j'ai fait quand j'ai pu, c'est aller au passage Pommeray et faire un petit panoramique circulaire avec mon téléphone. Voilà. On enchaîne sur les premiers projets. Après cette introduction, alors où en effet il y a plein d'éléments sur lesquels on va, je pense, revenir au fur et à mesure, et notamment, même si c'était déjà bien souligné, les conditions de création, qui sont par exemple la raison de ta présence dans cette résidence. On va parler dans un deuxième temps de Tanz, ce livre, ce beau gros livre primé à Angoulême et qu'on va vous faire passer si vous n'avez pas regardé les magnifiques pages en couleur qu'il y a dans ce bouquin paru chez Le Lombard il y a une année. Oui. Même pas moins de 10 mois. Bon, on va y revenir, je disais, dans un deuxième temps, puisque tout d'abord, il y a une première publication qui est, j'allais dire confidentielle, en tout cas peut-être un peu dure à trouver, qui s'appelle Acouphènes, et qui est, si ce n'est l'inverse de Tanz, en tout cas, entièrement travaillé en noir et blanc, et qui est, à notre connaissance, de ta première approche publiée de la bande dessinée. Tu peux nous raconter un peu le contexte de ce travail, de quand il date exactement et qu'est-ce qu'il était important d'y mettre ?
Alors Acouphènes, c'est ma toute première bande dessinée que j'ai réalisée en 2015. Donc je dis que c'est ma première bande dessinée, bon, certes parce qu'elle a été publiée, mais en 2017, mais aussi c'est la première fois que je finissais un récit. Parce que voilà, des petits bouts de BD, j'en avais fait avant. Et donc ça, c'est mon premier récit long et achevé. C'est l'histoire d'un jeune violoncelliste qui s'appelle Pete, qui a des acouphènes à un moment assez charnière de sa vie. Et donc, en tant que musicien, ça l'oblige à se poser des questions sur sa pratique et à questionner son rapport à sa pratique. Donc, le voilà. Donc en 2015, j'étais étudiante à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Et c'était mon projet de diplôme. Beaucoup de recul sur notre travail, sur nous-mêmes. Enfin, ou alors on en a trop, enfin bref, mais en tout cas on n'a pas... enfin, de toute façon, n'importe qui a une appréhension de soi qui est la sienne propre, enfin c'est jamais ce que les autres pensent de nous-mêmes, enfin bref. Mais non, alors c'est bizarre, enfin j'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que c'est oui et non. Enfin, tout ce personnage c'est un peu moi, c'est un peu mon copain de l'époque, et c'est toujours pareil, c'est toujours un mélange de moi, des autres, des questions qui me taraudent à l'époque, mais non, pour le coup, Pete est très différent de moi, et puis c'est quelqu'un de foncièrement désagréable. Et donc j'espère qu'on est quand même différents. Après, je sais que j'ai mis un peu de moments de noirceur personnelle, mais je crois que c'est surtout mon copain de l'époque. Donc mon ex. On peut rester là, sauf si tu veux balancer quelques trucs. Mais... Non, ça va, ça c'est bon, on va épargner. Est-ce que ces acouphènes, parce que c'est au pluriel d'ailleurs,
c'est aussi un moment où tu fais tes gammes, ou à ce moment-là, tu as déjà fait tes gammes avant dans d'autres publications peut-être personnelles, et c'est déjà un aboutissement? Non, c'est vraiment le moment où moi j'ai fait mes gammes, parce que justement moi j'ai pas eu d'acouphènes, je me suis pas pété le poignet, enfin genre j'ai pas eu de, il y a rien qui m'a entravé dans ma pratique à part je sais pas, les problèmes de confiance en soi, mais enfin. Par contre le livre fini, donc le récit terminé, pour mon diplôme j'ai façonné le livre moi-même parce que c'est ce qu'on fait au diplôme, et j'ai eu la note maximale au diplôme, et ensuite le livre a gagné un prix qui est le prix de la jeune bande dessinée genevoise Rodolphe Töpfer Junior. Oui, c'est ça. Prix, parce que ça a changé de nom entre-temps. Et en fait, c'était un moment d'émotion, mais hyper intense dans les deux cas, parce que j'avais passé 3 ans d'études à être inquiète, à avoir peur, à me dire est-ce que je fais bien de me lancer dans ça, est-ce qu'il va falloir que je me réoriente après pour avoir un vrai job qui paye, enfin bref, des trucs comme ça. Et ouais, enfin, et même en dehors des soucis économiques, il y a le côté genre est-ce que je mérite d'être une artiste, est-ce que ce que je fais ça a un intérêt qui mérite que je sois publiée et que je me fasse une carrière là-dedans. Peut-être que j'ai rien à dire en particulier, ce que je fais c'est pas intéressant en fait, donc à quoi ça sert de batailler pour ça? Et au final la note et le prix, c'était juste hyper émouvant, parce que c'était un peu comme si on m'autorisait, quoi. On me disait genre c'est bon, tu peux y aller, ça va, genre ça, c'est bon, détends-toi. Donc c'était je sais que le moment où j'ai reçu le prix, j'ai dit merci de m'ouvrir la voie sur ce chemin sinueux qui est celui d'autrice-auteur. Et j'étais hyper contente de ma formule. Et tout le monde s'en tapait du prix junior. Donc voilà. Je suis repartie avec ma petite phrase, mais moi j'étais très émue. Juste, je précisais que le livre est assez difficile à trouver. C'est quoi son contexte éditorial, peut-être en 2 mots? C'était une expérience d'apprentissage. Ce livre a été extrêmement mal édité par une personne qui ne le diffuse pas. Donc il n'est disponible que... je ne vais pas citer son nom parce que... Voilà. Mais le livre n'est disponible que dans la librairie qu'il tient lui-même à Genève. Voilà, c'est tout. Donc tu déconseilles de le commander? Bah vous pouvez, il m'en reste quelques exemplaires à moi, vu que je n'ai pas été payée, mais on m'a donné des livres. On avait dit qu'on me payerait, on ne m'a pas payé. Mais on m'a donné un carton de livres sans que je le demande. Et donc j'en ai encore à vendre chez moi, donc je peux, c'est ce que je fais, s'il y a des gens qui veulent des exemplaires, je peux vous en envoyer des dédicacés, enfin, vous en vendre. Alors ça fait je pensais en parler plus tard, mais c'est vrai que c'est important d'aller voir ton site, ton Instagram, ton Facebook, où il y a beaucoup de choses à voir, et où on peut, j'imagine, t'envoyer des messages pour commander les choses. Bah, c'est sur Instagram que je suis le plus active. Mon site n'est pas à jour. Comme tous les sites du monde, je pense. Voilà, mais je crois que les gens ne passent plus par les sites. Mais par contre, mon site, ça peut être intéressant de voir à quel point je me cherche graphiquement depuis 2016. C'est quelque chose que quand je rencontre des étudiants en arts, je leur montre mon site et je leur fais chronologiquement mes travaux, parce qu'on voit qu'il y a... c'est même pas juste que je me cherche, parce que je trouve ça un peu péjoratif comme terme, c'est comme si on était perdu et qu'on n'arrivait pas à prendre de décision. Peut-être, moi je trouve que avoir un seul style toute sa vie, c'est extrêmement ennuyeux. Donc, et ça c'est mes études de graphisme aussi, je pense, mais j'aime bien adapter mes outils et mon style, ça restera toujours mon style, même si je sais pas exactement ce que c'est, mais j'aime bien adapter un peu ce que je fais au projet. Il faut que ça ait du sens, quoi. Par exemple, Acouphènes, que ce soit en noir et blanc, ça avait du sens. Tant c'est en couleur, ça a du sens. Voilà, On va passer justement à Tance, dont on voit déjà là quelques recherches, en tout cas autour du personnage. Alors non, justement, c'est drôle, mais ça c'est une des dernières choses que j'ai dessinées pour Tance. Ouais. C'était... ce sont en fait, chaque petit ouli qui danse... En fait, mon histoire est divisée en une sorte de chapitres de scènes, et chaque scène commence sur une page droite, donc il y a des sortes d'ellipses d'une scène à l'autre, et pour peupler un peu ces pages blanches d'une scène à l'autre, il y a un petit ouli qui danse. D'accord. Juste avant de commencer un peu le détail de ce livre conséquent,
je pense ton livre le plus important pour le moment, en attendant le prochain. Justement, tu disais que Acouphènes était un projet de fin d'études, Tants aussi. Tu es venu ici avec un projet aussi d'écriture pour un prochain livre. Est-ce que tu as besoin d'avoir ce type d'échéance et de validation pour justement avancer ? Tu pourrais pas travailler sans la contrainte du temps et du moment où tu dois rendre quelque chose ? Bah là, la BD que je suis venue travailler ici, j'ai pas encore de contraintes. Enfin, si, en fait, je vais en avoir une parce qu'il y a un contrat qui va arriver. Donc oui, pour répondre oui, je suis quelqu'un qui a besoin d'un carcan, d'une contrainte. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai commencé par le graphisme. Justement, le graphisme, c'est quand même une expression artistique qui est extrêmement encadrée. Et la BD, littéralement, c'est une pratique artistique qui est dans des cases. Je pense que c'est vraiment pas anodin. Là. Si je fais de la bande dessinée, c'est que je crois que j'ai vraiment besoin qu'il y ait des cases en général. Politiquement, c'est compliqué pour moi. Je me bats un peu avec mon essentialisme. On y reviendra aussi peut-être tout à l'heure au moment de la résidence collective ici, parce que tu avais déjà évoqué cette idée-là à ce moment-là, oui. sur le fait de quoi que tu fasses. Tu arrives à des cases, tu arrives à une narration en tout cas séquentielle. Tants, donc, ce gros livre édité par les éditions Le Lombard, tout en couleur, qui raconte, alors ça va être un peu compliqué de le résumer grossièrement, mais c'est une histoire de danse, comme son titre en allemand l'indique, d'un jeune homme qui, après la Seconde Guerre mondiale, en Europe tout d'abord, en Allemagne, et puis ensuite à New York, et notamment à Broadway, va développer son art de la danse, mais surtout son art des rencontres, de l'amour. Et c'est surtout un livre, de mon point de vue, extrêmement voluptueux, chargé en couleurs extrêmement élégantes et justes, et avec un sens du mouvement qu'il y avait déjà dans Acouphènes, mais que tu pousses vraiment loin là, de la séquence, justement, quelque chose d'assez développé, et qui permet des narrations qui peuvent se passer assez largement de cases ou de mots, mais qui par contre fonctionnent quand même en séquence. On n'est pas non plus dans du flipbook ou quelque chose qui serait comme ça, comme du stop motion, mais il y a un travail fort sur le mouvement. C'était peut-être pas ton intention première sur ce livre, mais si. Voilà, il y avait plusieurs enjeux. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux de narration, de dessin dans ce projet, dans ce livre. Oui, alors il y a beaucoup d'intentions différentes. Comme intention de départ, il y avait quand même. Enfin, je pense qu'une des intentions de départ, c'était vraiment cette idée de mouvement. Alors à cette époque-là, j'étais aux Arts Déco de Strasbourg, donc en train de faire mon master, ça n'allait pas. Pour résumer grossièrement, à tous les niveaux, et j'étais un peu perdue en termes de dessin, de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime dessiner, qu'est-ce que je peux faire correctement. Je sais que plusieurs fois dans ma vie, j'ai des gens qui m'ont dit que je dessinais bien le mouvement, et je me suis dit que j'allais faire confiance à ces gens-là, et donc essayer de travailler autour de cette notion de mouvement. Et donc là, je me suis dit, la danse, ça bouge. Et puis en plus, j'adore, enfin, j'y connaissais rien en danse à cette époque-là, mais par contre, j'adore regarder les gens danser, depuis toujours. Mais dans n'importe quel contexte, que ce soit dans un contexte encadré, enfin, sur une scène ou juste en boîte. Enfin, j'adore regarder les gens danser. Donc c'était un peu... et puis j'adore la comédie musicale. Donc c'était l'occasion d'allier l'utile à l'agréable, entre guillemets. Donc effectivement, l'intention de mouvement, elle était là dès le début. Ensuite... il y avait, voilà, bon, comme j'ai dit, ça n'allait pas à ce moment-là. Et il y avait cette intention d'aller vers quelque chose de léger. Enfin, je pense pas que mon histoire soit légère. Enfin, l'histoire de ce livre, je veux dire. Mais voilà, la comédie musicale, travailler autour de la comédie musicale, c'était l'occasion d'en regarder plein. Et du coup, de se mettre dans une sorte de mouvement de joie et de légèreté, parce que c'est ça que font admirablement bien les comédies musicales. Et en effet, il y a de la légèreté dans ces mouvements de danse. Il y a quelque chose en effet d'aérien, en tout cas de déployé. Ça fait comme une bulle d'air dans l'histoire, et probablement pour toi, comme tu viens de l'expliquer dans le contexte dans lequel tu l'as travaillé. C'est assez étonnant parce que le personnage traverse une époque assez troublée. Le contexte social et politique est assez dur, pourrait même être violent.
il est amoureux de garçons, ce qui est probablement compliqué à cette époque-là. Et malgré tout, ça n'est pas le sujet. Non. C'est la toile de fond, c'est quand même présent dans le livre, mais ça n'est pas le sujet. Alors ça, en termes de militantisme, il y a plusieurs réponses. Déjà, je pense que la meilleure façon de démarginaliser les personnes qu'on considère comme marginaux, c'est d'en parler comme n'importe quelle autre personne, sans focaliser sur ce qui fait qu'on les juge différents. Donc là, et puis voilà, moi mon récit c'est pas sur l'homosexualité de mon personnage, et étant une personne hétérosexuelle, j'aurais beaucoup de mal à parler de ce que c'est que l'homosexualité, et j'aurais probablement pas ma place de faire une histoire sur ce que c'est. Donc voilà, je pense que ça c'est les deux éléments les plus importants, et je crois que c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup ces dernières années dans la pop culture en général, c'est justement de normaliser des choses que les médias et la pop culture ont considéré pendant longtemps comme étant extraordinaires, ne serait-ce que ne pas être blanc, ne pas être un homme, ne pas être hétérosexuel, enfin bref. Je crois qu'il y avait une autre question que j'ai peut-être oubliée. Non, c'était tout à fait ça. Donc oui, non, mon personnage... Oui, pardon. Bah non, je voulais faire un aparté parce que j'ai fait quelques montages d'images avec des images qui venaient de tes travaux, et justement celui-ci portait sur le mouvement, puisque c'était quelque chose qui m'avait assez frappé en balayant tout ton travail. Donc peut-être que je peux, si ça vous va, commenter juste cette planche-là, parce qu'il y a plusieurs choses différentes. Donc on voit qu'il y a des images de tanz, des images d'acouphènes, d'autres qui viennent d'autres projets. Et puis ici en bas à gauche, on voit Maureen a gentiment scanné et envoyé des dessins très anciens, du coup plutôt d'adolescente, c'est ça ? Ouais, donc, et donc 15-16 ans. Voilà, quand tu as 15-16 ans, je trouve qu'il y a déjà ces planches qui sont déjà... Ce caractère dans ton travail est déjà hyper visible. Voilà, c'était juste une façon de le montrer tous ensemble. Alors, ici et là-haut, on a des recherches autour de la comédie musicale que j'ai faites en préparation de Tanz, justement. En haut, c'est... Gene Kelly, t'avais dit, non ? J'ai pas annoté les... C'est Sid Charisse et du coup, je crois que c'est Fred Astaire avec Sid Charisse dans Tous en scène. J'ai un petit doute. Ouais, du coup, j'ai pas noté le contexte d'où je les ai sortis. Et c'est la même scène, justement. Non, c'est ça, elle danse avec Gene Kelly, je me souviens plus. Je pourrais regarder, vous dire à la fin si vous Parce que je me souviens juste que son partenaire, enfin je me souviens de la danse, enfin de la chorégraphie, je me souviens de la scène, je me souviens que son partenaire est plus petit qu'elle et que du coup elle a dû danser à genoux, en flexion, voilà, elle a tout le numéro, elle est en flexion justement pour pas être plus grande que son partenaire, parce que oh mon dieu, ce serait un scandale. Mais du coup je sais plus si c'est Gene Kelly ou Fred Astaire. Mais je crois que c'est Fred Astaire. Bref. Et il y a des donc c'est une scène dans une espèce de bouge new-yorkais où il y a des gangsters qui font une espèce de danse de gangsters sur les genoux, justement en glissant comme des serpents sur le sol. C'est magnifique. Il y avait dans l'inspiration des comédies musicales cette volonté là aussi d'être dans quelque chose alors de léger, c'est un peu facile, mais la comédie musicale est l'endroit a priori naïf et un peu léger du cinéma, où il se passe pourtant des choses qui peuvent être dures, comme des gangsters, etc. Mais j'ai l'impression que c'est ce que tu as retranscrit dans Tanz. Ce personnage traverse avec une très grande naïveté tout ce qui lui arrive, même quand il y a des embûches, tout semble lui glisser dessus. Je sais pas si c'est de la naïveté. Pour Ouli, peut-être un petit peu. Je pense que la comédie musicale est légère, mais pas du tout naïve. Je crois que la comédie musicale est vraiment très très consciente de ce qu'elle fait, et que les gens qui en font sont extrêmement conscients d'absolument tout. C'est même je crois qu'une forme d'art les plus millimétrées, je pense, à tous les niveaux. Après, effectivement, il y a ce côté qui est assez fascinant, où on parle de sujets très graves, souvent parfois, même assez régulièrement dans les comédies musicales, avec un ton qui est tellement
enjoué et léger qu'on se rend même pas compte de à quel point. Enfin, je veux dire, West Side Story, c'est quand même Roméo et Juliette. Il y a quand même des gens qui se trucident dans tous les sens. Ce qui n'est même pas le pire pour moi dans West Side Story. Il y a quand même un numéro musical où les voyous, les petits voyous polonais parlent du cycle de la violence et de la pauvreté du coup de la délinquance. Et les paroles, elles sont horriblement cyniques, et pourtant c'est de la comédie musicale, donc on se rend pas compte qu'ils sont en train de parler de ça, de la misère et de la délinquance. Enfin si, on s'en rend compte, mais bon, c'est juste on a envie de danser, quoi. Enfin, bon. Mais non, Ouli est naïf sur certains points, et sur d'autres il se voile la face. Je pense que c'est plus ça, que c'est quelqu'un qui a délibérément choisi de plus vivre dans le traumatisme, et qui du coup se force un peu à aller de l'avant. Il y a même des moments où j'ai essayé de montrer ça, où il y a un peu des moments où il respire un coup et après c'est hop là, il se remet à c'est vraiment une forme il est un peu borné là-dessus, mais c'est pas un bon processus psychologique non plus, quoi. Il ne gère pas son trauma, pour le coup. Il l'enfouit et il passe à autre chose. C'est pas le moment de reposer la question de l'autobiographie par rapport au personnage? Après, moi je pense que justement c'est quelque chose sur lequel il devrait pas y avoir le tabou qu'il y a, mais moi j'étais au fin fond de ma dépression à ce moment-là où je faisais ma bande dessinée. Et c'est marrant, les premières interviews que j'ai données sur Tente, j'en parlais pas. Je disais pas ça, alors que c'est un immense moteur à la création de cet album. Puis après j'ai commencé à en parler, et j'ai vu que certains journalistes avaient corrigé. Je disais que quand je disais des formules comme j'étais au fond de ma dépression, des gens ont mis genre à un moment où un peu plus sombre, ou un moment où ça allait pas trop, des trucs comme ça. C'était vraiment des jolis petits euphémismes. Mais non, vraiment, j'étais au fond du trou, quoi. C'était, mais j'avais pas envie d'être là, et le fait je pense pas que mon personnage se retrouve là-dedans, mais par contre c'était vraiment l'envie de dessiner quelqu'un qui veut être joyeux, et qui sourit, et qui sautille, et qui bondit, et qui est roux, qui a plein de taches de rousseur. Donc c'est vraiment que des paillettes, ça pétille, mais c'était vraiment c'était plutôt de cette volonté-là. Je suis vraiment partie dans la construction du récit en me disant je veux dessiner ce personnage qui ne veut qu'être joyeux. Tu disais que c'était la condition de création de cet album. Dans Acouphènes, il y avait aussi une condition un peu difficile. Est-ce que c'est pour toi de toute façon une souffrance de créer, ou parce que j'ai l'impression, quand on voit Hélène faisait défiler les dessins que tu postes sur Instagram, sont extrêmement nombreux. Il y a beaucoup de choses aussi sur ton site, sur même un blog très ancien que tu as retrouvé, que tu nous as fait passer. Il y a déjà beaucoup de choses. Tu dessines beaucoup, tu produis beaucoup. Est-ce que c'est une production facile, ou est-ce qu'à chaque fois c'est quand même un peu dans la souffrance, ou pour contrer quelque chose que tu vis? C'est marrant, j'ai pas l'impression de dessiner beaucoup, moi, donc ça me fait plaisir. C'est l'impression quand on regarde comme ça. C'est des années parce que justement, moi, je trouve que je dessine par rapport à d'autres créateurs ou créatrices que je suis sur Instagram, qui remplissent des carnets. Moi, je tiens plus de carnets, par exemple. Ou alors quand je tiens des carnets quand je suis sur un projet, mais sinon, je fais pas de croquis au jour le jour. Je dessine que quand j'ai un projet. Je dessine plus dans les marges depuis le lycée. Donc j'ai pas l'impression que ce soit d'être une dessinatrice compulsive. En tout cas, moi je pense que je dessine quand j'ai un projet, et c'est pour ça que je me qualifie plus d'autrice que de dessinatrice. Je pense que le dessin, pour le dessin, ou même le dessin unique, l'illustration, c'est pas quelque chose que je réussis particulièrement bien. Après, j'ai la chance de dessiner très vite. Donc, c'est vrai que peut-être que du coup, je fais plusieurs projets et je donne l'impression que je produis beaucoup, mais c'est parce que je dessine très vite, ce qui est une grande chance. Et en même temps, je vois pas que si j'essaie de passer plus de temps sur une œuvre, j'y arrive pas, parce que j'ai pas assez confiance en moi pour ça. Et ça, c'est un truc dont j'ai parlé avec pas mal de gens dans le milieu de la BD, mais c'est un travail de longue haleine. Et c'est très dur, justement, il faut se forcer un peu à continuer et pas trop s'attarder sur ce qu'on fait.
parce que ça ne prendra sens qu'une fois que ce sera fini, et on peut pas se dire, dessiner une case et dire ah non c'est nul et recommencer. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués en BD à cause de ça justement, parce qu'il faut vraiment se mettre martel en tête qu'il faut continuer jusqu'à ce que ce soit fini, parce que c'est pas facile. Mais du coup voilà, en dessinant vite, on se pose moins de questions. Genre, les quelques, je sais plus, 200 et quelques pages de Tante, ça t'a mis vraiment peu de temps à les réaliser? Non, ça m'a pris du temps. Le livre en tout, j'ai mis 3 ans à le faire. J'ai mis du temps par rapport à ma propre échelle. Après, je veux pas comparer. Moi, j'ai des amis qui dessinent, qui mettent des jours et des jours à faire une seule illustration. C'est 250 pages. Forcément, ça prend du temps. Il y a un moment où j'étais vraiment fatiguée à la fin. Après, c'est vrai que... ça fait un peu la boucle avec ma lettre de motivation, mais c'est un album que j'ai fait tout en travaillant sur plein d'autres projets. Pendant ce temps-là, j'ai fait des résidences. Non, j'en ai fait une. Calmons-nous. Et pendant cette résidence, j'ai amené mon matos pour pouvoir faire mes planches sur place, parce qu'il fallait que j'ai essayé de tout faire en même temps. Et j'ai fait comme j'ai pu. Et j'ai quand même... j'ai pas bâclé le travail, mais... je sais plus ce que je dis. Juste encore un mot sur cette question de la vitesse du dessin. Est-ce que c'est réellement une vitesse d'exécution, ou c'est plutôt que tu es rapidement suffisamment satisfaite pour te dire le dessin est fini? Ah non, justement, c'est vraiment que je dessine vite, et après j'essaye de vite passer à la suite pour pas... Parce que si je suis jamais satisfaite de mes dessins. Enfin, peut-être si quand je les finis, je suis satisfaite, mais très vite, très peu de temps après, je ne le suis plus. Donc si je commence à retravailler les petits détails et vouloir que ce soit parfait, ça ne le sera jamais. Je serai pas contente et je vais tout jeter. Donc je finis mon intention. J'essaye d'apprendre là en ce moment à m'arrêter au bon moment et à me dire là je suis au bout de cette démarche en termes de ce que moi je suis capable de produire et en termes de mon intention de base. Donc j'essaye de trouver le moment où, en regardant ce que je fais, je me dis là je peux pas aller plus loin, ou alors je vais gâcher quelque chose. Mais oui, donc du coup sur une BD, je finis une planche pour passer à la suivante, et puis après, une fois que j'ai les plusieurs planches entre les mains, j'avise et éventuellement j'en refais. Moi, je fonctionne plutôt comme ça. C'est-à-dire que si je suis pas contente d'un détail d'une planche, je vais refaire toute la planche pour que ce soit dans un même geste spontané. Parce qu'il y a ça aussi, je trouve que mon trait parfois peut être un peu lisse ou figé, et j'essaye de faire en sorte qu'il soit dynamique et spontané et sensible, comme on disait à l'école. Justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu fais des crayonnés? Est-ce que en fait, quand on voit tes dessins, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'esquisse et que tu vas direct sans construire le trait avant. Alors non, je fais des esquisses, mais je travaille à la table lumineuse justement pour avoir des originaux tout propres. Après, mes esquisses ne sont pas hyper... j'ai pas des croquis hyper aboutis non plus. J'aime bien essayer de trouver le moment où j'ai un cadre, pour revenir un support, un cadre suffisant pour me sentir en sécurité, mais assez de flou pour me permettre d'être spontanée ou de changer d'avis ou d'improviser quelque chose. Là, par exemple, ces séries de portraits, c'est l'exemple de ce que j'estime être le côté plus lisse et figé de mon trait, quoi. Peut-être qu'on peut regarder quelques images du projet de Là où dorment les géants, parce que tu nous as envoyé aussi des scans de tes carnets, justement, et on fait complètement dans le désordre par rapport à ce qui a été écrit, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Ouais. Juste le temps que tu ouvres l'image, j'avais une dernière question liée à Tante. Tante a reçu un beau prix à Angoulême. Acouphène avait été primé aussi. Donc, pour Angoulême, tu avais aussi préparé un petit discours et les gens ont écouté ou... Non, c'était très particulier en Angoulême 2020 parce qu'il y avait
européen, avec toute la... Bon voilà, ça par exemple, c'est un dessin qui est abouti, mais c'est les recherches pour mon héroïne. Mais... Voilà. Ouais, donc on a cette idée de notre patrimoine européen comme étant quelque chose d'un peu ennuyeux parfois, enfin, en tout cas peut-être plus ma génération, je sais pas. Et on est tous là en train de rêver devant Miyazaki et la magnifique culture japonaise animiste, etc. Et en fait, voilà, en Europe, on a aussi des choses complètement animistes aussi et proches de la nature et hyper poétiques. Ça vaut le coup d'y s'y pencher un petit peu. Quand tu t'inspires de ces photos, déjà j'imagine que c'est le choc de découvrir peut-être les photos. C'est un choc esthétique d'abord, et ça déclenche des idées de récit tout de suite. Pour le dire plus simplement, est-ce que là où dorment les géants, c'est partie de la rencontre avec ces photos, ou c'est l'inverse, tu avais une idée d'un récit et tu vas chercher une documentation? C'est les deux en même temps. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause, désolée. Mais en l'occurrence, là, spécifiquement ces photos, je pense qu'il y a... Parfois, je tombe sur des choses qui me font une espèce de des petits papillons. Je me dis, ça me donne envie ça m'inspire. Enfin, juste, c'est ça, c'est l'inspiration. Bah oui, c'est... Enfin, c'est l'inspiration. Il y a des choses que tu peux trouver belles, mais qui t'inspirent pas. Mais là... J'ai perdu le contrôle de l'ordi. Il fait des trucs tout seul. Il vous donne la météo, ça c'est intéressant. Je vais y arriver, hein. Ça fait 3 fois que je clique sur le croquis, mais... Non, il est pas content. Ah, voilà. Oui, donc là, ces images-là particulièrement, je les ai trouvées... en fait... Donc moi j'ai vécu en Suisse pendant un moment et c'est un pays auquel je suis très attachée et où j'aimerais bien retourner m'installer. Nationalisez-moi. Oui, et donc pour ceux qui connaissent, enfin celles et ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez trouver la page Facebook Les Archives de la RTS, donc Radio-Télévision Suisse, et vous trouverez des pépites d'archives de la Radio-Télévision Suisse. Et notamment, j'avais été tombée sur un petit bout d'émission sur une tradition du canton d'Appenzell, je suis pas sûre, donc en Suisse allemande, où les personnes, ils fêtent une sorte de nouvel an païen et ils viennent dans les jardins des habitants du village et ils ont des costumes incroyables pour chasser les mauvais esprits. Et donc il y a les beaux et les vilains. Non, ou alors c'est les jolis, je sais plus, mais en tout cas les vilains qui ont des espèces de costumes un peu comme ceux qu'on a vus avant avec des mousses, des écorces et des grosses cloches. Ça c'est un type de costume qu'on retrouve partout en Europe, c'est fou. Et donc eux ce sont les vilains et donc ils se secouent, ils font du bruit avec leurs cloches. Il y a beaucoup ça en Italie aussi, des sortes de parades avec des costumes avec des grosses cloches. Voilà, donc ça c'est pas ce dont je parle, mais voilà, on retrouve ça dans toute l'Europe, c'est vraiment fou cette histoire de grosses cloches. Et de l'autre côté, il y a les jolis qui ont donc un costume traditionnel. J'ai pas mis de photo de ça malheureusement, mais un costume traditionnel suisse un peu plus classique, mais avec des coiffes immenses qui sont soit verticales, soit horizontales, et avec des sortes de bas-reliefs dessus ou même des miniatures avec des scènes de la vie quotidienne. Donc vraiment comme un grand plateau sur la tête avec un petit berger à l'alpage, quelqu'un qui est en train de faire du fromage dans un coin. Enfin, c'est incroyable. Et en voyant cette petite vidéo, je me suis dit genre, il faut absolument que j'ai envie de travailler là-dessus, j'ai envie d'apprendre des choses sur le... Et après, je tisse de fil en aiguille. En l'occurrence, je prends un peu tous les thèmes qui m'intéressent à une période et j'essaie de trouver comment je peux les lier. Parce que les dessins qu'on voyait, c'est pas... par exemple des costumes, c'est pas exactement les costumes tels qu'on les voit sur les photos. Tu te réappropries des matières, tu essayes de trouver un peu un autre imaginaire à travers cet imaginaire-là. Oui, j'essaye de me réapproprier, oui, c'est le bon mot, histoire que ça soit plus personnel et que ça soit pas juste du plagiat. Je sais pas si c'est possible de plagier des costumes traditionnels. Tout est possible. S'ils ont été déposés, c'est possible. Mais c'est plus il y a un côté un peu collage en fait. Dans les voyages ou les balades que je fais, je prends des photos de paysages quand j'aime bien, puis après je les reprends dans
dans mes BD. J'ai fait ça pour Tans aussi. J'ai eu la chance de pouvoir aller à New York pendant le processus d'écriture et du coup j'ai pris plein de photos des endroits où se passait ma BD pour avoir des vrais moments purement new-yorkais dedans. Donc oui, il y a un peu ce petit collage. Ouais. Et là, il y a encore plus dans la prochaine BD, le côté collage. Je fais une petite aparté, tu as fait aussi des dessins d'après photos de ton téléphone, je crois. Il n'y avait pas des... Mémoire d'un Samsung. Oui, ouais, voilà, ça c'est... Sur le site internet, on peut les voir, ces dessins. Donc en BD, soit je fais des BD assez longues, soit je fais des toutes petites BD de 3 pages. Et pendant longtemps, j'ai fait pas mal de petites BD très courtes, de 3-4 pages, dont une d'après les photos que je retrouvais dans mon téléphone, dans un vieux téléphone. Là, on voyait des photos de gros masques, de grosses têtes. C'est aussi d'autres inspirations. C'est une fois que tu as trouvé un fil conducteur intéressant, tu vas chercher d'autres documentations pour enrichir le vocabulaire graphique. J'ai toujours un peu peur de dire n'importe quoi, de dire des bêtises, de parler des choses que je ne sais pas. Du coup, je fais beaucoup de recherches. J'ai besoin d'avoir beaucoup de backstory ou juste... Pour Tans, j'ai fait énormément de recherches parce que j'avais vraiment peur que si on me pose une question, je ne puisse pas répondre. Et du coup, pour Tans, c'est vraiment des moments où, genre, au jour près, je suis allée rechercher... il y a un moment où il est devant une affiche du film Dunkerque et c'était et du coup il pense à la guerre, mais c'est genre j'ai bien vérifié quel film était sorti à ce mois-ci de telle année pour voir si ça pouvait coïncider. Donc je suis allée retrouver des programmes, des comédies musicales qui passaient qui étaient produites dans le West End à Londres pour être sûr que voilà, j'ai une espèce de... J'ai peur de dire n'importe quoi, alors j'essaie de faire des recherches assez précises. Bon, là, vu que c'est un truc plus magique, réalisme magique, poético, fantastique, il y a... Bon. Mais... On a vu quelques dessins, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est donc ton projet de résidence ici. Comme elle se finit dans peu de temps, c'est le moment du bilan. Puis les gens de Maison Fumetti ont besoin de prouver aux financières qu'ils ont eu raison de donner de l'argent pour te faire venir. Donc il y a besoin d'avoir des chiffres, si possible, des faits. Non, je plaisante, mais tu en es où de ce projet quand tu es arrivé donc le 17 mai, c'est ça? Quel était le corpus de ce projet et qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Alors malheureusement, il va pas y avoir beaucoup d'avant-après à montrer parce que je suis venue pour finir mon scénario. Et, c'est déjà donc, une énorme part. Oui, pour moi c'est celle... Oh, pardon. Pour moi c'est la part la plus compliquée parce que c'est vraiment celle où il faut vraiment se concentrer, s'impliquer. Et c'est dur. Moi j'ai beaucoup de mal à me concentrer très fort. Donc je suis venue avec un scénario pas fini à finir et il est fini à peu de choses près, donc youpi. Et puis avec les croquis j'ai beaucoup avancé sur le design des personnages de la BD aussi, ce qui était plus évident que je pensais. D'habitude ça me fait un peu stresser, puis là c'était... Est-ce que tu fais un découpage après le scénario? Comment ça se passe en fait? Là, j'ai pas mis d'image. Dans ton dossier, il y avait une page de scénario, je crois. On voyait des cases avec différentes scènes qui étaient décrites. Et est-ce qu'en fait, là, tu dis que tu as terminé ton scénario, ça veut dire après derrière tu vas devoir passer un découpage. Est-ce que tu sais déjà comment ça va être mis en image? Là, pour ceux qui ont vu le livre, il y a souvent, tu as utilisé un gaufrier qu'on peut voir aussi qui est pas systématique, mais là on peut le voir dans ces planches-là, qui sont a priori des planches définitives de là où dorment les géants. C'était des essais, et puis elles seront pas réutilisées telles quelles, je vais les refaire. Celle-là, par exemple, mon héroïne ressemble plus à ça finalement. Enfin, elle a des cheveux plus longs, pardon. Et puis je voulais qu'il y ait des respirations entre les cases. J'ai un gaufrier moins serré que Tans, et puis en fait, non, j'aime pas. Donc je vais resserrer les... Oui, en fait, c'est que là, tu as mis un espace blanc, et dans Tans... Une gouttière, Une gouttière, je ne connais pas les termes techniques. Mais du coup, dans Tans, c'est vrai que toutes les cases sont collées les unes aux autres.
Oui, ça pour le coup c'est aussi quelque chose que je tiens du graphisme, mais j'ai besoin d'avoir une grille de base quand mais à partir de laquelle je confectionne tous mes gaufriers. Et donc il y a toujours un principe de base, et voilà, là je pensais que les gouttières elles allaient toujours être comme ça, mais en fait voilà, j'ai changé d'avis. Et je voulais qu'il y ait plus de respiration justement. Enfin, d'où le blanc. Tu as donc réussi à terminer ce scénario. C'était l'objet de cette résidence. Pourtant, Maison Fumetti avait fait tout son possible pour t'empêcher de travailler, t'emmener dans différentes interventions, différents endroits, te coller une résidence collective au milieu de ta résidence pour disperser un peu l'attention. Comme tu disais que tu avais besoin de concentration, tu arrivais quand même à trouver des espaces de concentration et de travail. On a parlé aujourd'hui, ça a été dur. Oui, c'était le bilan. Ouais, peut-être qu'on peut juste, pour les personnes qui ne sont pas au courant, à moins que tout le monde soit au courant, dans ce cas-là, on ne le fait pas, mais juste préciser ce que c'est que ce qu'on appelle la résidence collective. Même si tout le monde est au courant, c'est peut-être bien de tout le monde est vraiment au courant. Résidence gigogne. En tout cas, ça va donner lieu à une exposition à la fin de l'été, donc qu'on pourra voir au Fumetti Pocket, le festival qui va avoir lieu en septembre. Donc on pourra retrouver des pièces que tu as réalisées avec tes collègues, tes joyeuses et joyeux collègues. Non mais franchement, c'était tout à l'heure tu disais c'était un peu le climax de la, et ça l'était. Déjà il a fait hyper beau et chaud. J'ai rencontré des artistes dont j'aime le travail, et on a tous travaillé dans une ambiance bon enfant. Enfin, c'était vraiment super. Donc j'ai peut-être du coup pas travaillé. J'ai pas travaillé sur mon projet pendant ce temps-là, et puis ça m'a pris quelques jours pour m'y remettre, mais c'était vraiment et ça y est, c'est parti. C'est parce qu'il y était aussi, donc il veut commenter la résidence collective. Oui, il nous a chanté dans les oreilles pendant tout le... Et tu penses que ça t'a servi, ce que tu as pu faire, les rencontres, les échanges? Là, tu as fait de la cyanotypie, tu as fait du papier mâché, tu as fait les petits personnages qu'on voyait tout à l'heure sur Instagram. Il me semble que tu les as réalisés aussi, oui. L'échiquier et tout ça. En fait, moi, je vois un lien avec ton projet de BD, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui a trait à la spiritualité, et puis à quelque chose qui est d'un monde symbolique que vous avez vraiment mis en œuvre pendant toutes ces journées avec ces artistes. Effectivement, ouais. J'ai essayé de faire en sorte de... Je sais que il va y avoir une grosse part d'imagination pour cette BD-là, qu'il n'y avait pas dans Tente. Par exemple, Tente, j'ai pas... les décors, ils sont déjà là. Les costumes, ils sont déjà là. Là, il faut que j'invente tout un univers. Même si voilà, je fonctionne par collage, donc je prends à gauche, à droite. Mais il y a des créatures qu'il faut que j'invente. Et effectivement, ce moment de création effréné et intense, c'était un peu le moment de ne pas réfléchir et de juste créer des trucs et de faire travailler l'imagination. Donc oui, effectivement, je suis contente que tu le vois du coup. Après voilà, j'essayais surtout de pas trop me poser de questions, mais oui, de créer innocemment. La spontanéité, ouais, voilà. Quelque chose de moins réfléchi et cadré que la BD, quoi. Oui. Mais au final, c'est ce que Henri évoquait, au final des 3 projets que j'ai faits, il y a des cases dans tous. J'ai fait un mini échiquier, donc il y a un damier. J'ai fait une sorte de tour avec des fenêtres dans lesquelles il y a des petits personnages. Donc des fenêtres, ça fait aussi des sortes de cases. Et j'ai fait des cyanotypes, donc sur tissu, plusieurs petits tissus, mis côte à côte, ça fait aussi une sorte de gaufrier. Donc au final, je fais que ça. Alors, je te le rappelais seulement parce que c'est toi qui me l'avais dit pendant cette résidence qui se tenait il y a un mois, ici même, donc avec... vous étiez en tout 9 artistes, je vais essayer d'oublier personne. Il y avait Marie Mirgen, Marion Jdanoff, Ariane Hugues, Aude-Marie, Morane Mazars, Marthe Bathory. Il y avait Faustine Termaz, Marthe Bathory, Ariane Tuadi, Nina Le Chartier. Et Amélie Fontaine. Merci, il faut que j'en aurais oublié. Et vous pourrez voir leurs travaux dans cette exposition qui s'appelle Cavalcade, au pluriel. C'est une exclusivité. Personne ne savait le titre. C'est super. Ça peut changer encore d'été au moment de l'installation. Enfin, c'est quand même un peu parti sur ça. On était tous vraiment à fond sur ce titre. Ah, ouais, ça nous a vraiment bien fait rigoler.
Et voilà. Et en fait, tu es aussi dans cette exposition. Ça, c'est un gros teasing pour que vous ayez envie de venir la voir à la fin de l'été. Tu étais aussi l'instigatrice finalement de l'idée générale qui a fait travailler tout le monde autour d'un échiquier parce que tu étais dans ces problématiques-là. Oui, en fait, on a travaillé à partir d'un texte où il y avait absolument pas d'échiquier qui était qui était suggéré. C'était un texte plus carnavalesque avec des personnages des sons, des musiciens, des personnages qui s'habillent, des tissus, enfin quelque chose d'assez carnavalesque. Et puis moi je sais pas, je crois qu'il y avait un parallèle pour moi entre le carnaval et les échecs, avec le côté hiérarchie et le côté les grandes figures symboliques de l'un ou l'autre. Et j'étais vraiment partie dans l'idée que j'avais très envie de faire un échiquier. Et en fait, ça a plu à Martès et ça a plu à Marion, et on est tous partis là-dessus. Tu es revenu voir tes travaux depuis un mois? Ah oui, j'ai même fini de peindre certaines pièces tout à l'heure. Là. Et quel recul tu as sur un mois après sur ce qui a été tout pareil. Ma tour, elle est... C'est une esthétique très maternelle. Mais bon, bah voilà. Moi, je m'étais dit, je crée, je me pose pas de questions. Le but, c'est de pas regarder mes travaux et de me dire c'est nul. Donc, j'ai fait ça, voilà, c'est tout. Je me suis amusée à le faire. C'est ça qui est important. Tu veux qu'on évoque la part autobiographique dans les pièces de l'échiquier ou... Henri, on a dit pas plus de 3 fois cette question. Oui, pardon, c'est vrai. Je suis désolée, il n'y en a même pas en plus. Peut-être plus dans les cyanotypes, mais même pas. En fait, j'essaie d'imaginer des histoires dramatiques de soldats qui meurent pour le roi et la reine, mais je vois pas trop le rapport avec moi là, pour le coup. À part une tendance au drame, je sais pas. C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais est-ce que dans ce partage, ces échanges très puissants que vous avez eus pendant cette semaine, que moi j'ai un peu suivi aussi, donc début juin, est-ce qu'il y a déjà des idées, des choses qui décantent et qui pourraient t'amener vers des voies que tu n'aurais pas forcément soupçonnées pour tordre ton dessin, comme tu disais que tu souhaitais à chaque fois le remettre en cause? Si ce n'est comme influence directe, en tout cas dans les conversations que vous avez pu avoir ou dans la manière dont certains ou certaines trouvaient des solutions à des problématiques. C'est toujours intéressant c'est intéressant de travailler avec d'autres gens parce qu'on se rend compte aussi que nos insécurités, elles sont celles de tout le monde, je crois, ou alors que les gens, ils en ont, mais c'est pas les mêmes. Et moi, quand je travaille en groupe, je vais pas trop voir ce que font les autres, justement, parce que sinon, ça me bloque. Là, j'étais un peu obligée de composer avec. Mais non, ça s'est bien passé. C'était vraiment, il y a des gens que j'étais très très heureuse de rencontrer, quoi. J'ai trouvé l'amour. Maintenant, on emménage à 9, tous ensemble. C'est super. Non, On dirait un film de Jacques Demy. Ouais. Alors attends, il a décidé de se faire remarquer. Il va me faire des bêtises pour qu'on s'occupe de lui. Non, je crois que c'était vraiment... je sais pas on sort un peu du contexte artistique, mais après 1 an et demi, 2 ans de coronavirus où il faut regarder les gens de loin, ou pas les regarder du tout, là c'était juste d'être pendant 1 semaine avec des gens non-stop dans un esprit de création commune, au soleil, dans l'herbe, c'était incroyable. C'était vraiment la meilleure façon de revenir à la vraie vie, au monde d'après. C'était vraiment... Je crois que c'est plutôt... Après, ça m'a probablement apporté plein de choses sur le plan créatif sur lesquelles j'ai pas encore de recul. Mais je crois que c'est sur le plan humain, c'était intense. Apparemment, tu ne dessineras plus jamais un cheval comme avant, parce que j'ai écouté le Pavillon Noir où on te voit on t'entend en train de modeler un cheval et tu dis que ça, c'est pas ton style. Et finalement, tu travailles à trouver ta forme, et je trouve que on a l'impression que c'est une opportunité aussi de définir son propre langage en dehors uniquement
du dessin ou Oui. de choses peut-être que tu finis par maîtriser parce que tu dis voilà le carré revient ou la case revient dans plein de façons différentes. Et là, on a vu tout à l'heure des images de chevaux et je Oui, ne sais pas. j'apprends à dessiner J'ai des percherons, enfin des chevaux de trait en ce moment. j'ai fini par voir ce petit cheval et je me suis dit que je l'avais jamais vu avant en fait. En fait, là pour le coup, je vais avoir du mal à être éloquente parce que c'est vraiment, je suis en plein questionnement, je suis un peu en train en plein combat avec moi-même par rapport à la façon dont je dessine ou je produis par rapport à mon esthétique. Je dirais, je parlais tout à l'heure du fait de pas assumer mes influences. Alors moi, pendant mon adolescence, donc là où j'ai vraiment commencé à dessiner beaucoup, enfin beaucoup plus qu'à l'enfance, je lisais beaucoup de mangas et pas forcément des bons mangas et des comics. Et donc, aucune critique envers les mangas et les comics, mais par contre, en termes de rigidité et de très lisse, on est à fond dedans, quoi. Enfin, c'est pas du tout quelque chose d'expressif et J'ai encore un fait petit melting pot. un Super. petit montage ouais, avec parmi la longue liste que tu m'avais envoyée, j'ai choisi quelques artistes pour montrer la diversité aussi de tes influences. En plus, c'est des influences pas du tout toutes sur le même niveau. Donc, enfin, oui, donc en ce moment, je suis vraiment en train de réfléchir enfin, voilà, comment je dessine, qu'est-ce qui vient spontanément. Il y a aussi pendant longtemps dessiner pour moi ça a été vraiment genre la recherche de la justesse, de la perfection. Il faut que le dessin il soit bien fait. Faut que ça soit bien dessiné. Et ça c'est quelque chose que j'apprends à lâcher progressivement. Et il y a aussi pendant longtemps, voilà, on va rentrer dans un truc hyper, ça va te plaire, plus autobiographique. Et je crois il y a d'autres gens qui se retrouvent dans ce cas. Pendant longtemps aussi, il y avait le côté, je dessinais pas pour moi, mais parce que, enfin, je dessinais, voilà, je sais pas, pour donner à d'autres gens, ou je faisais les choses comme j'avais l'impression qu'il fallait que je les fasse, et non pas comment ça sortait spontanément, quoi. Ça fait partie je pense, des questions que je voulais te poser, qui vraiment moi, que je trouve importantes. T'as fait, je crois, 8 ans d'études d'art en tout, Oui. c'est ça. Et j'aimerais bien savoir, en fait, si c'est difficile pour toi de te prendre de la distance par rapport à ces études d'art. Est-ce que c'est quelque chose qui tu vois plus comme une entrave ou quelque chose qui t'a aidé à créer ton propre langage artistique? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a donné de la méthodo? Est-ce que au contraire, c'est aujourd'hui, il faut encore et encore déconstruire ce que tu as appris? Je crois que la déconstruction, c'est tout le temps, effectivement. Donc ça, je crois que c'est pas inhérent à l'école d'art. Euh, je pense que l'école d'art, c'est le moment où on acquiert et après on déconstruit. Je pense que c'est mieux parce que si on déconstruit au moment même où on est en train de construire, on est perdu, on fait rien du tout. Et c'est un problème quand on est en études. Je pense que voilà. Il y a aussi beaucoup ça en études d'art. Je trouve ce côté, on fait ce qui est dans l'air du temps, on fait ce qui est à la mode, donc on fait ce qu'on croit que les gens ont envie de voir, on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on croit être bien. Enfin, on se pose et on fait ce que le prof veut qu'on fasse. Enfin voilà, il y a beaucoup ce côté on veut plaire quoi. Ou alors on veut ne pas plaire, mais du coup c'est la même chose en fait. Et souvent, on est jeune, Oui c'est ça. a priori. Mais justement c'est le moment de faire ça, mais c'est pas encore construit, entre guillemets, soit Oui. peut-être aussi. C'est le moment de se chercher. Oui, après, les écoles, elles m'ont tout importé. Les écoles d'art, c'est vraiment compliqué parce qu'il n'y a pas de... en plus, moi, en com visuel, j'ai jamais eu, en 8 ans d'études,
19-20 ans. Et c'est marrant parce que le dessin nu, c'est quelque chose que je faisais plutôt bien. Puis à un moment, j'ai décidé d'arrêter d'en faire parce que je voulais pas... Justement, je voulais sortir de cette idée de bien faire, bien dessiner avec justesse, les bonnes proportions, gna gna gna. Et c'est drôle parce que je me permettais beaucoup plus de liberté dans le dessin nu que dans la façon dont je dessinais dans mon temps libre et le dessin personnel, quoi. Et je crois qu'il y a vraiment un moment où je me suis dit, mais pourquoi tu infuses pas les trucs que tu fais spontanément dans le dessin nu, dans ton dessin personnel. À savoir que voilà, on revient sur cette question de dessiner vite, mais pour ceux qui ont fait du dessin nu ou du modèle vivant, moi ce que je préfère dans le modèle vivant, c'est les poses courtes, et c'est un exercice incroyable, de devoir dessiner des gens en quelques secondes, en 1 minute. Et c'est dans ces moments-là où justement je me lâchais complètement, parce que tu peux pas réfléchir à, alors quel est le chemin à suivre, quelle est la meilleure démarche possible pour faire la meilleure œuvre. Déjà d'une, c'est pas possible, et de deux, t'as pas le temps. Et donc je crois que voilà, donc tu viens de me faire penser à ça, qu'il y a eu un moment où vraiment je me suis dit, je vais remettre ce que je faisais en dessin nu dans le dessin perso. J'avais aussi une question toujours technique sur justement, tu parles de cette rapidité du dessin, et quand on parlait du mouvement tout à l'heure, comment est-ce que tu fais pour dessiner autant de mouvements? C'est uniquement de ta tête que ça sort, ou bien tu vas recopier des photos, ou... Il me semble que tu as une partie de ton travail, on peut voir aussi sur ton site internet, où tu reprends des photogrammes de films et où tu les remets justement en images à ta façon. Oui. Et j'aimerais savoir en fait quelle est la place, notamment par exemple dans Tanz, où il y a beaucoup de mouvements. Est-ce que tu as été regarder des cours de danse? Tu nous dis que tu as regardé beaucoup de comédies musicales, mais de là à dessiner des scènes entières de mouvements comme ça, comment tu t'y prends? Oui, pour Tanz, j'ai beaucoup de matière de référence. Après, je décalque jamais. Mais je dessine d'après photo, mais du coup il y a si je décalque pas, ça fait qu'il y a une traduction qui se fait. Puis il y a un truc aussi dans l'œil, je sais pas, une espèce de connexion synaptique ou quoi, où je me dis qu'est-ce que je vois là, j'essaie de dessiner ce que je vois, c'est pas du tout ce que c'est, mais bon c'est intéressant quand même. Et ça, pour le coup, je m'autorise à dessiner d'après photo que depuis 2-3 ans. Avant, je trouvais que c'était triché. Donc... Tiens, c'est marrant parce qu'on a eu la discussion avec Henri, parce que moi j'ai aussi fait des études d'art, d'où mes questions. Oui. Et j'ai toujours des petits gendarmes qui me font patati, pas comme ça, pas comme ci. Et en fait, décalquer ou dessiner d'après photo, oui, voilà. C'est triché, c'est... Voilà. On revient un peu à la question de la case et... du coup, c'est super, je dessine des trucs dans des cases, mais j'ai aussi un cerveau qui est formé avec plein de cases. Et il y a un moment où des petits gendarmes, tu vois, qui mettent des trucs dans des cases, et ça va pas du tout, en fait. Ça empêche complètement de créer. D'où la discussion de ce soir sur où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on est, par rapport à ce cadre et à cette case. Entre les deux, je crois que je suis en train justement d'apprendre dans ma vie en général à n'être ni d'un côté ni de l'autre, mais genre d'être fluide en général. Je crois que c'est la réponse à tous les problèmes de l'univers. Il faut juste être fluide. C'est super. On vient de trouver la réponse. Voilà, je vous en prie. C'est sympa de partager ça. Juste pour info, ça fait 1h15. C'est ce que j'allais dire. On a certes encore plein de choses à demander à Morane, et puis on voit qu'on pourrait encore détailler pas mal de choses, mais je ne sais pas, Hélène, c'est toi la maîtresse du déroulé et du temps. J'ai un papier. Non, oui, vas-y. Non, c'était juste, peut-être vous avez des remarques, des questions, des réflexions, des questions, carrément. parce que vous avez été gentil, vous n'avez pas osé nous interrompre, mais n'hésitez pas, on pourrait peut-être commencer un jeu de questions-réponses, ou alors ça se fait de manière plus informelle juste après. Parce que là, si j'ai bien compris, la résidence s'achève. Qu'est-ce qui vient après pour toi derrière? Des vacances. Ah, c'est bien. Oui, j'ai vraiment besoin de prendre des vraies bonnes vacances. Tu dessines pas en vacances? Non. Sauf si j'ai un projet, mais là j'ai un projet, on va voir si j'ai envie de dessiner, je dessinerai, mais... Non, là en fait c'est juste, j'ai passé, donc
comme je disais dans ma lettre de motivation, voilà, on va finir sur la lettre de motivation. Ouais, belle boucle. On va faire la boucle. J'avais pas de travail pendant plusieurs mois en 2020 comme beaucoup de gens et j'ai envoyé des CV dans tous les sens et j'ai commencé des projets, j'ai envoyé j'ai contacté j'ai envoyé des appels, des SOS un peu partout et j'ai eu de la chance, ça a abouti et en plus mon livre a eu du succès donc c'est super, je me suis retrouvée avec plein de propositions, plein de projets et j'ai dit oui à tout. Et donc je suis arrivée en résidence avec des trucs à finir, donc ça m'a encore plus empêché de faire exactement ce que je voulais. Mais bon, bah voilà, c'était comme ça. Enfin, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et donc là, la résidence aussi, c'était un peu le moment de faire le bilan sur le fait que, oh mon Dieu, stop. Là, non, tu t'arrêtes, tu fais que une seule chose à la fois, ou éventuellement deux. Mais là, en l'occurrence, je vais faire une chose, je vais être en vacances. Et peut-être pas répondre à des mails pendant un moment, ça serait pas mal. Et puis après, j'ai 2 projets de BD, donc celui dont on vient de parler, et puis un autre, dont je vais pas trop parler parce que je sais pas à quel point je peux. Mais qui est super, et avec une scénariste cette fois-ci. Tu peux pas en parler, mais c'est super. Mais je sais pas, a priori, il n'y a pas de... Ouais, non, Je mets bien l'eau à la bouche. Là. Non, c'est parfait. Je peux vous dire que je vais travailler avec les éditions Steinkiss sur un projet avec une scénariste, ce qui est un gros changement. Mais donc l'année prochaine, pas de job alimentaire et je fais que mes BD. Et ça va être super. Et avant ça, C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça répond assez bien, en effet, à tes interrogations de la lettre. Bah oui, non mais parfait quoi. Enfin, peut-être que j'ai pas... Bon, moi là, j'ai quand même rempli mon objectif premier. Après, il n'était pas immense non plus. Peut-être que j'aurais pu plus avancer ma BD si je m'étais mieux organisée. Mais peu importe, au final, j'ai réussi à éclaircir certaines choses dans ma tête, je crois, surtout. Et c'est déjà énorme. Enfin, j'ai passé pas mal de temps pendant cette résidence à renoncer à des choses. Et c'est beaucoup. Parfois, il faut. C'était un peu salvateur. Donc peut-être que renoncer, c'était pas le bon mot. Peut-être genre à dire non, juste. D'une bonne façon. Ou peut-être comme dans un dessin, savoir retirer, oui, pas voilà. trop en mettre. Savoir quand s'arrêter. Ouais, ok, exact. Merci. Avez-vous des questions ? Des remarques ? Des objections ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pardon, Pour conclure, moi je voudrais juste dire merci à Morane parce que tu parles de mail, merci d'avoir été aussi réactive. Tu nous as envoyé des infos, des images, des réponses à nos questions pour préparer cet entretien. Donc merci beaucoup de ta disponibilité. Merci de me dire ça. J'ai une journaliste l'autre jour qui m'a dit bon alors toi ton truc clairement ça a l'air d'être de pas répondre aux mails. Moi je te trouve franchement hyper réactive, surtout comment tu avais l'air d'être occupée. Et puis merci pour ton travail si riche et si joyeux et si intéressant et profond. Merci. Voilà, ça m'apporte beaucoup. Et le livre, si vous le souhaitez, vous pouvez l'acheter parce que la librairie Aladin en a amené quelques-uns. Merci aussi aux salariés de Maison Fumetti pour tout le support technique, l'accueil. Merci. Merci à vous tous et toutes d'être venus ce soir. Merci participer beaucoup. à cette discussion. Merci Caroline aussi qui prend les images. Et puis on peut boire un verre et discuter de manière informelle maintenant. Wouhou. Bonne soirée. Merci pour votre attention, merci beaucoup.